Nous allons commencer cette séance spéciale qui est consacrée donc à une approche et une première estimation, je dirais plutôt un premier essai d'estimation de ce qui s'est passé récemment en Tunisie et des élections. Évidemment, je dois souligner d'emblée la difficulté de l'entreprise parce que jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à ce moment précis, nous ne disposons pas encore du résultat réel, effectif de ces élections. Mais comme nous sommes téméraires, nous allons plonger et essayer de réfléchir à ce grand événement qui, d'une certaine manière, concerne également la partie féminine de l'électorat tunisien. Je voudrais, en introduisant cette séance, vous parler de 3 points. Le premier point, c'est la signification de l'événement en lui-même. Cet événement, évidemment, pour la Tunisie, est on peut le considérer comme une première dans l'histoire du pays, puisque c'est la première fois que l'électeur tunisien est invité à choisir parmi une offre politique abondante, peut-être trop abondante, je retournerai sur ce point plus tard, dans des conditions que tous les observateurs ont reconnu avoir été optimales. Grande affluence, une affluence qui a dépassé les prévisions, un calme absolu, il n'y a pas eu d'incident, et dans une légalité tout à fait prouvée et évidente. Ceci pour la Tunisie, la signification de l'événement pour la Tunisie, et évidemment pour les autres pays arabes engagés dans un processus similaire de transition démocratique, c'est aussi une grande signification parce que, évidemment, c'est un indicateur, pas un modèle, mais un indicateur de ce que les élections dans les autres pays pourraient avoir comme caractéristique. Je dis bien que ce n'est pas un modèle parce que, évidemment, comme vous le savez, chaque pays a sa spécificité. La situation politique ne se pose pas de la même manière en Tunisie, en Libye, en Égypte et dans d'autres pays qui pourraient être en phase de transition démocratique. Et donc, chacun va vivre cette expérience selon ses conditionnements internes. Mais il n'en demeure pas moins que ce grand moment historique pour l'ensemble du monde arabe, pour la rive sud de la Méditerranée, peut être une sorte d'indicateur. Le deuxième point que je voudrais évoquer très rapidement devant vous, c'est non plus la signification de l'événement lui-même, mais la signification de ces résultats en train de venir actuellement. Mais dont nous connaissons quand même certaines grandes tendances. C'est sur cette base que nous pourrons essayer de réfléchir sur la signification des résultats attendus. La première remarque dans ce cadre-là, c'est évidemment que nous avons assisté à des élections où il y a eu un grand éparpillement des voix. C'est une élection qui a été riche, peut-être trop riche en offres politiques, comme je l'ai dit, puisqu'il y a eu, je crois, 111 partis en compétition, ce qui est beaucoup déjà pour qu'un citoyen qui n'a pas été habitué à faire des choix libres fasse un choix parmi 111 propositions ou offres politiques. Il est évident
que c'était un des problèmes qui s'est posé pour l'électeur, pour le choix de l'électeur tunisien. Évidemment, l'éparpillement des voix en 111 offres politiques profite en principe aux partis les mieux organisés et les plus dotés en moyens financiers et logistiques. Il faut tenir compte de cette considération dans l'évaluation des résultats définitifs quand on les connaîtra. Je voudrais aussi insister sur un aspect qui a été un peu mis de côté par les commentateurs politiques en général, la tendance qui nous dit qu'un parti, Ennahda, a probablement eu le plus grand nombre de voix, a occulté un certain aspect de ce que représentent sociologiquement les partis en présence, puisqu'on a tout mis sur la question de la religion. On a pensé, la plupart des gens disent d'une manière très rapide que si Ennahda a eu ou aura le plus grand nombre de voix, ce sera parce qu'il a fait une offre à connotation religieuse. Pas seulement. Je crois que pour une analyse réelle et complète, il ne faut jamais oublier les aspects sociaux et même régionalistes des choix qui seront faits par les électeurs tunisiens. Par exemple, je pense que les couches populaires s'identifient beaucoup plus à l'Ennahda que des couches, disons, mettons citadines ou plus instruites. Il y a cette opposition ville-campagne, centre urbain, périphérie, métier même, et aussi région. Il y a une dimension régionaliste dans les choix, certainement. Donc le choix ne peut pas être simplement lu ou analysé au seul critère de la religion. Alors, comment se sont répartis les électeurs selon la typologie et la nature des partis en compétition? Ça, on ne peut pas le faire, bien sûr, maintenant, parce qu'on n'a pas les résultats définitifs, mais on peut indiquer un instrument de mesure de cette répartition des voix, selon qu'il s'agit d'anciens partis d'opposition reconnus légalement, comme par exemple le PDP, Al-Takattul, Al-Mustaqbal, etc., ou interdits même. L'Ennahda était interdite, ou des partis ouvriers. Il y a donc des anciens partis d'opposition qui étaient présents sur la scène et qui se sont donc présentés aux électeurs. Il y a eu beaucoup de nouveaux partis apparus après la révolution du 14 janvier, par exemple des petits partis ou des partis moins petits, mais qui n'existaient pas au moment qui n'existaient pas avant, qui sont apparus après la révolution. Enfin, il y a des partis recomposés après l'éclatement et même la disparition de l'ancien parti dominant, le RCD, et qui se sont reformés dans des offres nouvelles, mais étant les éclats d'un parti éclaté, si vous voulez. Donc il y a trois typologies, il y a une typologie en trois natures de ces partis, et quand on va étudier les résultats, il y a évidemment l'étude du côté sociologique, politique, mais il y a aussi l'étude selon la répartition de cette typologie trinaire des partis en présence. Enfin, je terminerai peut-être par ce troisième point, les défis après élection, parce que nous avons parlé de la signification de l'événement lui-même, des élections. Je viens de vous parler
de ce que pourraient signifier les résultats une fois qu'on les a véritablement acquis et étudiés selon ces différents paramètres. Et maintenant, je voudrais esquisser simplement les défis de la préélection. Alors, évidemment, le premier défi est un défi de nature, disons, de choix constitutionnel. C'est quel type de régime choisir. Est-ce qu'on va choisir, est-ce qu'on va se diriger vers un régime de type présidentiel, de type parlementaire, ou un mixte semi-présidentiel, semi-parlementaire? C'est un point fondamental que l'Assemblée constituante aura à trancher. Ensuite, comme vous le savez, cette Assemblée constituante va générer les organes exécutifs qui vont faire la transition jusqu'aux prochaines élections de l'Assemblée. Alors, comment constituer ce nouvel exécutif? Et là, nous avons évidemment une question extrêmement intéressante du point de vue de la science politique, parce que, contrairement à ce que certaines télévisions disent, il n'y a aucun parti qui a la majorité absolue. Ça, c'est une chose, je tiens à corriger beaucoup de commentaires un peu fantaisistes que j'ai entendus ici ou là, même dans les télévisions françaises d'ailleurs et dans d'autres télévisions. Aucun parti n'a la majorité absolue dans la Constituante. Ça, c'est un fait absolument important. Parce que, qu'est-ce qui s'ensuit de ce fait? C'est que les alliances sont absolument nécessaires pour avoir une majorité absolue. Et là, on a un moment de discussion politique qui va amener, je suppose, forcément à une alliance pour constituer cette majorité absolue sans laquelle, eh bien, il n'y aura pas de décision pour passer quelques textes de constitution que ce soit. Donc, alors, là, on commence à voir des différenciations s'esquisser entre les différents partis. Par exemple, le PDP a annoncé que sa préférence irait plutôt vers la constitution d'un exécutif homogène du parti qui, même n'ayant pas la majorité absolue, est quand même majoritaire en nombre de voix. Tandis que d'autres partis de l'opposition, ancienne même, comme Takatol et d'autres, ont dit que non, ils étaient pour la constitution d'un exécutif de consensus. Pas d'unité nationale, ils ont bien précisé, pour des raisons historiques qu'on peut comprendre, mais de consensus, c'est-à-dire d'alliance, tout simplement. Donc la question de l'alliance est au centre de la préélection. C'est au centre. Ensuite, la troisième partie va être évidemment le grand débat de la place de la religion dans la nouvelle Constitution. Alors, il y a parmi les thèses que vous connaissez, il y a la question non pas de la laïcité. Encore une fois, je tiens à préciser que dans l'histoire arabe contemporaine, la laïcité n'est pas vécue comme ce que nous entendons en Europe, c'est-à-dire une attitude de bienveillance par rapport à toutes les foi et tous les credos.